Nous nous sommes interrogés à la fin de la première partie sur la manière et les conditions par lesquelles les talibans ont réussi à reconquérir le pouvoir dans leur pays, sur la base d'accords conclus avec les Américains, dont une partie est certainement secrète. Mais revenons d'abord sur le déroulement des événements. Les talibans conquièrent leur première capitale provinciale, Zaranj, dans le sud-ouest du pays. 2 jours plus tard, le 8 août, la grande ville du Nord, Kunduz, tombe à son tour. Le 12, Washington et Londres annoncent l'envoi de milliers de soldats à Kaboul pour évacuer diplomates ou ressortissants. Le lendemain, les talibans prennent pour El Alam, capitale de la province du Logar, à seulement 50 km au sud de Kaboul, après avoir pris Lashkar-Gah, capitale du Helmand, et Kandahar, deuxième ville du pays. Le 14, ils s'emparent de Mazar-e-Sharif, dernière grande ville du nord encore contrôlée par le gouvernement. Le 15 août, les talibans entrent dans Kaboul et s'emparent du palais présidentiel sans combattre, après la fuite hors du pays du président Ashraf Ghani. Et cette offensive massive, ou accomplissant successivement la reconquête du pouvoir par la conquête du pays, ville par ville, du sud au nord, les talibans donneraient l'impression d'une communauté d'Indiens chassant de leur territoire les blancs envahisseurs, à l'image d'un film de western portant sur un tel événement. Cette impression que l'on éprouverait, après avoir retracé le processus du grand retour des talibans. Il y a parfois des similitudes de situations dans l'histoire des nations, justifiées autant par la réalité, le factuel et les faits, que par la logique, la morale et l'obligation de justice. Même à des siècles d'intervalle, des montagnes et océans de distance et des générations de mentalités distinctes. Il suffit pour l'historien-chercheur de bien creuser dans ses recherches pour trouver de telles similitudes salutaires, riches d'enseignements. Et c'est justement ce qui nous semble être le cas pour le cas d'espèce que nous traitons ici dans cette intervention en opérant une comparaison entre une époque de l'histoire américaine à travers la relation sociopolitique entre Indiens ou Amérindiens si vous voulez, en l'occurrence les Sioux, et les Blancs qu'incarnaient les Américains. Notamment à partir du milieu du 19e siècle d'une part, et ces derniers face aux Afghans, en l'occurrence les talibans, à partir du début du 3e millénaire d'autre part. C'est ce que nous suggère une étude comparative assez fouillée que nous avons réalisée sur les 2 cas précités, où leur début et leur fin, en matière de composantes ethnico-politiques dans leur opposition, autant qu'en termes de guerre et de paix dans leur processus de déroulement, se ressemblent significativement dans l'action comme dans l'esprit. Même si, évidemment, les causes et les conséquences, tant matérielles que politiques, sont différentes par leur spécificité liée à l'époque de chacune des 2 situations, c'est-à-dire des 2 histoires, hier, en Amérique, chez les Indiens Sioux, au Dakota, et aujourd'hui, en Asie, chez les talibans afghans, à Kaboul. La période, objet de notre étude ici en exemple, se situe après la fin de la guerre de sécession en 1865. Le Midwest devient le nouveau champ de bataille aux États-Unis. L'armée américaine se déplace vers l'ouest et conquiert des terres occupées par les Indiens, ouvrant la voie aux chercheurs d'or, aux hommes d'affaires et aux colons. Le conflit éclate dans le berceau spirituel des Sioux, Lakota, dans l'actuel Dakota du Sud. Le général Custer, héros de la guerre civile, part alors en croisade contre les Indiens. Plein d'ambition, il lance une attaque stratégiquement mal maîtrisée qui entraîne le massacre de ses troupes à Little Bighorn, dans le Montana, face à une coalition de Sioux dirigée par le grand chef Sitting Bull, que nous vous présenterons dans un instant.
Car les talibans, comme ces Indiens Sioux du Dakota, dans ce western dont je vous propose une petite séquence, tiennent aussi à leur liberté et à l'indépendance de leur pays contre toute occupation étrangère. Faites la comparaison. Un film tiré de la réalité historique américaine. Voici les noires collines du Dakota. Les Indiens Sioux ont donné ce nom à cette région, car c'est ainsi que se traduit dans notre langue le mot amitié. Il y a 7 tribus de guerriers dans notre nation Sioux. Ces 7 tribus des Sioux sont les Lakota, les Nakota, les Dakota, les Catawba, les Chiwel, les Dejiha et les Winnebago. D'ailleurs, les Sioux s'appellent entre eux le peuple des 7 feux ou le conseil des 7 feux, en référence à leurs 7 divisions politiques d'origine. Chez les Afghans, on trouve également 7 principales tribus: les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Nouristani et les Baloutches. Incroyable, mais vrai! Est-ce une pure coïncidence ou le fait du hasard? Extraordinaire hasard donc. Et j'ai prié pour que les collines du Dakota restent inaccessibles à l'invasion des hommes blancs. Les chefs des tribus afghans, dont les talibans majoritairement pashtuns, priaient eux aussi pour que l'Afghanistan soit inaccessible aux envahisseurs, en l'occurrence les Russes au départ et les Américains ensuite. Mais une fois de plus, les hommes blancs approchent. La tristesse au cœur, je les vois s'avancer. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, mais je sais que beaucoup d'autres viendront. Je suis Sitting Bull. Et lui, c'était le Mollah Omar. Mon peuple est disséminé jusqu'aux plus extrêmes limites de notre territoire. Aucun soldat. Ces hommes agissent comme si notre terre leur avait été donnée. Ils sont pareils à leur bétail, bien nourris, stupides et lents. Et il y a des vivres dans les chariots. Et notre peuple manque plus de nourriture que ses envahisseurs. En Afghanistan, aujourd'hui, le peuple manque également de nourriture jusqu'à la malnutrition, voire la famine quasiment. En voulez-vous avoir une idée? 2 millions d'enfants afghans souffrent de la faim. Loin des grandes tractations internationales, les plus vulnérables payent le prix de la guerre. Laissez-les partir! C'est ces spieurs. Ne prenez que ce qu'il faut aux femmes et aux enfants pour aller au camp du buisson. Gardez la vie de nos braves pour notre guerre. Pourquoi se cacher quand le gibier se présente? Le vrai guerrier garde toutes ses forces pour se défendre quand le blanc l'oblige à se battre. Pour vivre. Le vrai guerrier garde toutes ses forces pour se défendre quand le blanc l'oblige à se battre pour vivre, avait dit le chef des Sioux Sitting Bull. Le chef des talibans, Mollah Omar, et puis son successeur après sa mort, n'aurait-il pas adopté la même stratégie guerrière aussitôt après l'invasion américaine de l'Afghanistan? C'est ce que nous tâcherons de savoir dans la 3e partie de cette série, intitulée « Guerre ou paix ». 2 options dont chacune est aussi complexe que l'autre, dans un dilemme rendu encore plus compliqué par des enjeux majeurs en jeu pour chaque décision choisie. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.